Il est 20 h au village Nkoumelon. Nous sommes dans la province du Wollentem. C'est la même heure à Libreville. C'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Difficile d'emprunter un moyen de transport en commun en ce temps de pluie diluvienne. Et l'absence des bus de la Sogatra qui tournent actuellement au ralenti n'est pas fait pour arranger les choses, notamment le quotidien des usagers. Dans ce journal, le calvaire des populations en ce temps de pluie. Difficile également de circuler ce matin sur l'axe routier échangé en Nzayon, rond-point de la démocratie. Un éboulement a occasionné pendant plus d'une heure un embouteillage monstre. Conséquence de fortes pluies donc, qui se sont abattues ces dernières heures sur la capitale gabonaise. Enfin, célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la télévision. L'initiative des Nations Unies vient donc mettre à l'honneur ce média et permet aux professionnels de cet outil de faire le point et les attentes et notamment son adaptation au fil des années. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Première pour vous informer. Vous êtes notamment les bienvenus. C'est l'heure de votre 20 h. En ouverture du journal, les problèmes de transport urbain auxquels font face les populations de Libreville et ses environs. Difficile donc de se déplacer d'un point à un autre depuis que Sogatra, la société gabonaise de transport, tourne au ralenti. Et si vous ajoutez à cela les fortes pluies diluviennes qui s'abattent tensuellement sur la capitale gabonaise, vous avez le cocktail du calvaire permanent qu'endurent actuellement les usagers. Le constat de Frédéric Yenda-Moukoula et Gérard Mindou. Les transports en commun, de plus en plus chers à Libreville et ses environs, et dans pluie, ne facilitent pas du tout cette équation à plusieurs inconnus. Je pense que si on est sorti aujourd'hui, c'est parce que chacun de nous a un objectif et des obligations qu'on doit accomplir. Et par rapport au coût actuellement, c'est vrai que les taximens tirent profit du fait qu'il y a la pluie et ils augmentent souvent les prix par rapport au temps qu'il fait. Et on est obligé de faire avec. À défaut de revoir à la hausse leurs propositions, certains choisissent de battre le bitume au moment où il pleut des cordes. En fait, je marche parce qu'il y a une pénurie de taxis en gros, mais pas vraiment. Les taxis sont obligés de rehausser les prix à cause de pluie. Une fois qu'il y a un moment de pluie, c'est fini, les pluies plombent. Ben, si les gens marchent sous la pluie, c'est parce que vraiment le coût de transport a été élevé. Déjà trop élevé. Avant, tu pouvais te déplacer de chez toi. Au moins, tu pouvais sortir avec 500, aller-retour. Mais de nos jours, maintenant, c'est plus ça. Il n'y a plus les taxis de 100 francs ou 200. Non, à partir de 500. Au manque criard des moyens de transport public, tels que la société gabonaise de transport Sogatra, s'ajoute la problématique de la hausse des coûts par les particuliers. C'est pas facile pour les Gabonais, puisque quand il pleut comme ça, normalement, ils devaient être quand même indulgents et essayer d'aider quand même les gens. Mais s'ils ont augmenté les prix, c'est sûr que le carburant aussi a augmenté, je ne sais pas. Ces fortes précipitations observées dans la capitale gabonaise en cette fin de semestre constituent de manière incontestable un véritable calvaire pour les populations. Sur l'axe échangeur de Nzayon, rond-point de la démocratie, l'on parle de cet éboulement en fin de matinée qui a occasionné plus d'une heure durant un embouteillage monstre. En effet, les fortes pluies qui se sont abattues tôt ce matin sur la capitale gabonaise ont provoqué le déracinement d'un arbre dont l'effondrement a arraché le mur d'une habitation. Bilan, plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Tekla Mekumovono et Thierry Mandaka pour le reportage. C'est un spectacle effrayant qui s'est offert aux yeux des usagers de l'axe routier échangeur de Nzengayon, rond-point de la démocratie. Les fortes précipitations qu'a connues la capitale gabonaise ces dernières heures ont provoqué le déracinement de ce manguier qui s'est effondré sur un pan de chaussée, entraînant dans sa chute le mur arrière de cette habitation. Il y a au moins 3 studios. Donc ce que vous voyez là, c'est le premier studio. C'est là où reste ma grand-mère, vers 11 h midi comme ça. Donc ma fille s'est mise à crier, papa, 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 viens voir. Donc quand j'arrive, je vois les 2 arbres que vous voyez là sont déjà à terre. Il y a une partie du mur de la cuisine que vous voyez là. Le mur est tombé.
En dépit de ces dégâts importants, l'occupante des lieux s'en est sortie indemne. Il n'y a pas vraiment eu de blessés, je remercie le Seigneur pour cela. On n'a pas d'autre endroit où aller. Depuis que le voisin est venu rester à côté de nous là, donc les eaux qui viennent de chez lui, ça a créé un gros creux. Si vous allez un peu plus devant là-bas, il y a déjà eu un écroulement de ce genre. Si vraiment les autorités compétentes peuvent nous venir en aide. À saluer la promptitude des riverains qui ont rapidement coupé les grosses branches qui obstruaient la chaussée, provoquant un embouteillage monstre. Cet éboulement était toutefois prévisible, étant donné le positionnement indélicat de cette habitation et des maisons environnantes, construites dans une zone à risque. De leur côté, les populations de Plain-Ciel-Bissiégué dans le 5e arrondissement de Libreville ont le sourire. Pour cause, l'axe routier qui traverse ce quartier vient d'être livré par la mairie de Libreville, maître d'œuvre. Cela en présence du représentant de la Banque mondiale et des habitants de cette zone. Linda Nyumba Mungengi et Cédric Zendon ont effectué le déplacement. La route Plain-Ciel-Bissiégué-Terre Nouvelle dans le 5e arrondissement de Libreville, définitivement livrée. Le tronçon, long de 773 mètres, est revêtu de pavés avec des trottoirs, des caniveaux et panneaux de signalisation de part et d'autre. Il y a eu au préalable une réception provisoire. C'était pour voir la teneur de la route. Et ensuite, aujourd'hui, c'est la réception définitive. La route a été faite en couche de roulement en pavé TF, d'épaisseur 8, dosé à 400 kg par mètre cube. L'avantage du pavé pour la mairie, c'est l'entretien. Vous voyez que le pavé, quand il quitte, facilement on peut enlever ce bloc et remettre un autre. Le chantier, réalisé en 18 mois par une PME locale, a été financé par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des infrastructures locales, phase 2. Il aurait coûté autour de 1,4 milliard parce qu'on a dû faire des travaux supplémentaires. Nous avons encore quelques villes du Gabon où nous devons accélérer les travaux. Et ça, j'encourage donc toutes les parties prenantes à vraiment travailler de telle sorte qu'on puisse donc livrer ces chantiers au plus vite. Dotés d'une route praticable en toute saison, les habitants de cette partie de la capitale gabonaise expriment ici leur reconnaissance. Ils ont monté même des barrières en béton. Ils ont aidé certaines personnes qui ont des habitations en bordure de route. Vraiment, la population est satisfaite. On a pleuré beaucoup de fois la route là. Vraiment, nous étions vraiment bien, la route était bien cassée. Mais leur arrivée, ça fait bon travail. Merci vraiment pour notre chef d'État. Je remercie aussi la Banque mondiale qui a fait vraiment ces travaux. Comme un hasard, la pluie qui s'est abattue lors de la livraison de cet ouvrage aura aussi permis à la population d'apprécier la qualité des travaux de canalisation d'eau. Cependant, la problématique de l'éclairage public reste entière dans ces quartiers. Nous sommes le 21 novembre 2019 et en pareille date de chaque année, le monde célèbre la journée des pêcheurs, artisans et des travailleurs de la mer. Une initiative qui marque la volonté des professionnels du secteur de se regrouper pour la défense de leurs intérêts. Le récit de Charles Obamondo. De création récente, l'histoire de la journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer démarre le 21 novembre 1997 à New Delhi en Inde, où les socio-professionnels du secteur provenant de 33 pays s'étaient retrouvés afin d'insister sur l'importance primordiale d'un regroupement des pratiquants réputés jusque-là très individualistes. Le but principal étant de défendre et de promouvoir les intérêts des hommes et des femmes qui vivent de la pêche artisanale. Par conséquent, cette journée permet de mettre en valeur les liens de solidarité qui se sont noués entre les différentes organisations de pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer à travers le monde. C'est l'occasion également de placer en orbite toutes les questions d'actualité jugées essentielles et concernant l'avenir du domaine pêche maritime. La vigilance demeure de mise. Les pêcheurs doivent aujourd'hui faire face à une pression grandissante de la part des touristes, des industries polluantes ainsi que des techniques de pêche destructives. Quelques chiffres. La Chine compte le plus grand nombre de pêcheurs avec 6 millions de personnes engagées. 94 millions de tonnes de poissons sont pêchés chaque année sur l'ensemble de la planète.
Le 21 novembre de chaque année, c'est également jour de célébration de la télévision à travers le monde. Une journée mondiale instituée par les Nations Unies à l'issue du premier forum international sur la télévision qui met à l'honneur l'importance de ce média. Prétexte donc pour notre rédaction de jeter un regard froid sur les attentes de la chaîne nationale. Léa Bifan et Alexandre Nkogé mènent la réflexion. Le but de cette journée mondiale de la télévision est de mettre l'accent sur l'énorme potentiel de la télévision comme vecteur de progrès et de savoir, mais aussi comme lieu de découverte du monde et de sa diversité. Face à un monde en mouvement et dans un contexte où la diversité des contenus incite le téléspectateur à s'ouvrir, Gabon Télévision essaye tant bien que mal de tisser sa toile. Mais l'exigence de qualité des productions, de l'information et des modes de consommation reste un défi à relever pour notre chaîne. La révolution actuelle des écrans oblige la première chaîne gabonaise à se mettre au rythme de la télévision numérique terrestre, TNT, pour une meilleure qualité. Une exigence qui constitue un challenge fondamental. Avec la concurrence des canaux tels que Internet, téléphone mobile, la mise en place d'un web télé est plus que jamais nécessaire pour répondre à cette concurrence. Loin de remplir véritablement le rôle de pilier dans l'établissement des valeurs et des libertés démocratiques, Gabon Télévision peine à diffuser une pluralité d'opinions. La création, la diffusion de contenus reflétant les réalités du pays et la couverture médiatique de l'ensemble du territoire, mais aussi l'amélioration de la qualité des équipements ainsi que la formation par objectif d'agent, autant de faits à inscrire dans le plan d'action de Gabon Télévision. La journée mondiale de la télévision qui reste une occasion de réfléchir sur le rôle de ce média devrait interpeller les acteurs de la chaîne nationale. Toujours dans le monde de la communication, ce nouveau partenariat entre Gabon Télévision et le Pari Mutuel urbain gabonais. À travers cette union, Gabon Télévision compte accompagner son partenaire historique dans le lancement d'une nouvelle émission. Un programme qui viendra compléter son offre promotionnelle au grand bonheur des parieurs. Le point avec Bélin Bekita et Thierry Mandaka. Après son premier conseil d'administration, Sylvain Abessolo, directeur général de Gabon Télévision, étoffe son portefeuille en scellant cet accord de partenariat avec le Pari Mutuel urbain gabonais PMG. Nous sommes arrivés à un nouvel accord partenarial entre le Pari Mutuel urbain et Gabon Télévision. Ce sont des partenaires incontournables dans notre ambition de faire de Gabon Télévision une chaîne de référence, de renforcer notre visibilité et la lisibilité de nos actions. C'est une relation historique, dynamique et féconde. En paraphant ces documents, suivis d'une chaleureuse poignée de main entre Sylvain Abessolo et Pierre-Louis Sichi, directeur général du PMG, les deux hommes s'engagent à travers cet accord à regarder dans la même direction. Le PMU et Gabon Télévision, c'est un mariage qui date depuis plus de 23 ans. Et là, il s'agit du partenariat entre Gabon Télévision et le Pari Mutuel urbain Gabon le PMG. C'est un partenariat historique qui réunit pour l'année 2020 toutes les rubriques qui devraient passer à Gabon Télévision, avant le journal et après le journal, en termes de communication, sur la commercialisation de nos produits hippiques, sportifs et de l'auto. Retenons que le PMG entend lancer une nouvelle émission qui passera avant le journal télévisé dans l'optique de promouvoir ses produits à côté des autres offres de programme de ce partenaire historique de Gabon Première. Tout autre chose à présent, un séminaire à l'intention des entrepreneurs, des responsables des PME, PMI, des opérateurs du secteur public et privé vient de s'achever à Libreville. Organisé par la FINATRA dans le cadre du renforcement des capacités de ces opérateurs, ce séminaire visait à sensibiliser et les édifier sur les mécanismes de financement spécialisés. Compte rendu, Wilfried Mpinga-Vwamba, Gérard Magnagna. Ce sont les responsables des grandes entreprises, des secteurs publics et privés, des PME, PMI et d'autres professions libérales qui ont été édifiés sur les mécanismes de financement spécialisés, le crédit bail et la facturage entre autres produits
présenté par la FINATRA. C'est un produit très attractif qui vous permet d'améliorer votre chiffre d'affaires parce que vous n'avez plus à vous soucier de recouvrement. C'est vraiment quelque chose qui est la bienvenue pour les PME et qui vraiment peut nous aider à améliorer nos performances, surtout pour être en mesure d'avoir un cash flow fluide. L'exposé a fait place à la phase des questions-réponses, une ouverture pour dérouler les points relatifs à la flexibilité des différentes possibilités, mais surtout au financement et au suivi des PME-PMI. De plus en plus, les PME ont besoin d'être accompagnés. Et dans le cadre aujourd'hui de la diversification économique de notre pays et de la réalisation de projets structurants, les PME seront amenés à avoir besoin du matériel d'exploitation pour bien amener à bien ces marchés. Les PME auront besoin certainement d'avoir des besoins en termes d'avance de trésorerie pour financer leur cycle d'exploitation. Et la solution, elle est bien là, c'est de l'affacturage. C'est donc pour venir en appui aux instruments de diversification de l'économie inscrits dans le plan de relance économique que ce programme de financement et d'assistance technique, initiative de la FINATRA, a été mis en œuvre. Et puis, début ce matin à Libreville du premier congrès Junior Entreprise, le concept qui réunit plusieurs étudiants et qui renferme de nombreux objectifs vient susciter auprès de ces derniers l'esprit d'entrepreneuriat. Comprenons tout cela dans ce reportage de Stevie Oyan-Mesui et Michel John Boudéan. Apprendre avec un esprit orienté vers la culture entrepreneuriale, c'est l'idée que veulent susciter auprès des apprenants les organisateurs de ce premier congrès Junior Entreprise. En mettant en exergue un autre esprit d'entreprendre et d'entreprise, nous voulons compter sur l'accompagnement des aînés que vous représentez ici afin que les juniors entreprises soient véritablement une réponse pertinente aux problèmes d'insertion professionnelle des jeunes diplômés. La volonté du Gabon de rompre avec la dépendance pétrolière étant clairement affichée, plus de 50% du PIB, les assises doivent emmener les établissements supérieurs à former en fonction des besoins du monde de l'emploi. Qu'il y ait des jeunes entreprises et des juniors entreprises, c'est une excellente idée. Qu'elles se regroupent entre elles, c'est parfait, dans un même espace géographique, c'est très très bien. Mais qu'elles aient en plus l'envie de se créer un réseau mondial et de communiquer partout à travers le monde, je trouve que c'est indispensable et c'est extraordinaire. Développer le potentiel entrepreneurial qui sommeille en chaque jeune, c'est réduire de manière considérable le taux de chômage qui ralentit l'activité économique dans notre pays. Je crois fermement à la pétillance de votre dynamisme juvénile, car il est pour notre pays, comme l'a souvent rappelé le chef de l'État, un enjeu important pour rompre avec cette espèce de répétition justement des destins brisés par des formations qui ne sont pas du tout adaptées au marché de l'emploi. Le premier congrès de la Junior Entreprise qui a pour thème les juniors entreprises comme une réponse pertinente aux problèmes d'insertion professionnelle des jeunes diplômés, acteurs et leviers de la croissance économique, va s'étaler sur 3 jours avec plusieurs panels. Signalons sur le même sujet que lors du discours inaugural de ces assises, le docteur Jean-Delors Biogué a développé une thématique sur les types d'enseignements qui visent à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes diplômés. Les conditions à remplir dans cet extrait que nous propose justement la régie. À partir d'un fait, le fait est qu'on ne peut pas construire une nation sans des hommes. Et c'est Jean Baudin qui le disait. Et à partir de ce principe fondamental qui consiste à former des hommes qu'il faut mettre au service de la nation, il ne faut pas les former pour les former. Il faut les former en fonction des besoins et des évolutions transformationnelles auxquelles les nations sont confrontées. D'où la nécessité de contextualiser les contenus de l'enseignement de manière à ce que les compétences que l'étudiant va acquérir tout au long de sa formation lui permettent soit de travailler
au service d'une entreprise ou alors de travailler lui-même en tant qu'auto-entrepreneur dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et nous avons indiqué tout au long de la formation que la réussite de cette option est conditionnée par un certain nombre de conditionnalités, celle qui consiste entre autres à bâtir des modules pour l'État, construire une espèce d'observatoire prospectif pour identifier les besoins à venir du pays et ensuite établir un dialogue entre les milieux d'enseignement et l'État pour pouvoir leur donner des indications sur des modules d'information à développer pour qu'on ait des jeunes formés en fonction des besoins du marché. Ça, c'est la première partie. Et aussi révolutionner le monde de l'enseignement, de manière à ce qu'on donne deux options aux jeunes. L'option du salariat, c'est-à-dire je finis de travailler, je m'avais demandé une place dans une entreprise, je suis embauché. La seconde option, c'est l'entrepreneuriat. Et donc faire en sorte que je finisse la formation avec le diplôme, mais également une entreprise dans ma poche, pour que je ne sois pas confronté au chômage. Également dans votre 20h, une délégation d'experts du ministère du Budget spécialisée dans la préparation de budget était face aux conseillers membres du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. L'idée était d'aller répondre aux principales préoccupations de ces derniers dans l'examen et l'exécution du projet de budget 2020. Compte rendu, Benin Bekita, Michel John Boudéan. L'exercice de ce jour consistait à expliquer et éclairer les zones d'ombre et les imputations budgétaires du projet de la loi de finances 2020 en préparation aux conseillers membres de la Commission de l'économie et des finances du Conseil économique, social et environnemental. Les principaux points d'ombre, c'est déjà la présentation du budget. Aujourd'hui, on a deux présentations par rapport à la loi en mode moyen. On a les opérations budgétaires qui sont distinguées des opérations de trésorerie. À l'intérieur encore des opérations budgétaires, il y a encore des disparités, beaucoup de terminologie et je pense que ça doit être un exercice répété et répétitif pour que les gens s'approprient davantage chaque jour la réforme budgétaire. Au terme des échanges, les conseillers membres estiment avoir reçu les réponses à leurs préoccupations. Nous avons voulu nous entretenir ce matin avec la direction de la préparation budgétaire qui a répondu favorablement à notre attente, tout simplement pour un échange. Nous sortons de cet exercice très enrichi parce que au moins maintenant nous avons le même langage, nous employons les mêmes termes et nous donnons à ces termes-là le même contenu. La direction de la préparation et de la programmation budgétaire rattachée au ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales, à travers ce genre d'exercice, adopte une approche pédagogique auprès des principales instances censées examiner, avant son adoption, les grandes lignes du budget 2020. Le ministre gabonais de l'économie, Roger Rounomba, rentre de Yaoundé au Cameroun où il vient de prendre part à la réunion du Conseil des ministres des pays membres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Écoutons à cet effet le ministre Roger Rounomba sur les grands points qui ont marqué cette rencontre. C'est une réunion ordinaire de la Commission, dont vous avez vu tout à l'heure, vous avez dit il y a les aspects budgétaires, parce que c'est la période des budgets. On examine les budgets de tous les instances de la Commission pour l'année prochaine. Donc c'est ordinaire. Mais elle est aussi un peu extraordinaire parce qu'elle précède un sommet des chefs d'État. Donc les chefs d'État, le président Paul Biya a voulu réunir ses pairs pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis 2016, depuis la fameuse réunion de Yaoundé ici, où des engagements ont été pris, où tout le monde s'est engagé dans des réformes. Donc c'est là de faire le point également. C'est ça qui est la particularité de cette réunion, c'est de préparer tous les éléments pour les soumettre à la sanction des chefs d'État qui vont se réunir dans 2 jours. Sinon le reste, c'est une réunion classique de budget, mais qui au passage permet également d'examiner la situation économique de la sous-région et d'envisager les perspectives. Pour sa part, Jean de Dieu Moukani Iwangou, le ministre de l'Enseignement supérieur, vient de procéder à l'installation du nouveau commissaire général du Centre national de recherche scientifique et technologique, Sénarest, Alfred Ngombanda. Le temps fort de la cérémonie avec Cabrel Guinal-Emami et Michel John Boudéan. L'idée
par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la cérémonie d'installation du nouveau commissaire général du CNREST, le Centre national de la recherche scientifique et technologie, Alfred Gombanda, s'est déroulée en présence du personnel de cette structure. Renvoyé à l'exercice de ses fonctions, le promu aura la charge de redorer l'image du CNREST. Beaucoup de nos compatriotes ont en effet en image la boutade du général de Gaulle. Je cite, « Les chercheurs qui cherchent, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Nous devons changer cette perception négative qui est sans doute à l'origine du sous-financement chronique de la recherche scientifique dans notre pays. Cela suppose de mener des recherches qui doivent être désormais ou encore plus centrées sur les problématiques de notre société. Après 12 années passées à la tête du CNREST, Franck Idiata laisse la structure en très mauvais état. Mon cher Alfred, cher cadet, je te laisse la maison, je te laisse le CNREST, je te laisse une institution en très mauvais état. Et cela est indépendant de ma volonté, de mes forces et de ma détermination. Vous tous pouvez en témoigner. Jean de Dieu Moukani Wangou a quant à lui rappelé l'intérêt que porte le président de la République sur la recherche scientifique dans notre pays. Dans la composante ou dans la mission transfert de technologie, le gouvernement gabonais affiche clairement ses ambitions pour dire qu'il doit aussi proposer au monde le génie gabonais. En nous inscrivant dans le transfert de technologie, nous arrêtons d'être des consommateurs de l'innovation des autres. Nous devons proposer au monde qui l'attend le produit du génie gabonais. La tâche est certes dure pour le promu qui devra compter sur ses collaborateurs pour un CNREST qui réponde aux missions qui lui sont assignées. Coopération Gabon-Japon à présent. L'ambassade du Japon au Gabon, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale, en abrégé JICA, vient d'organiser des journées japonaises dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Occasion pour les écoliers gabonais de bénéficier des programmes dont dispose cet organisme pour leur épanouissement. Reportage Katia Sandon et Jean de Dieu Mambundu. La compréhension de l'aide publique au développement du Japon auprès des élèves des écoles primaires, l'ambassade du Japon, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, ont lancé des journées de la coopération. Nous avons organisé aujourd'hui quelques activités culturelles pour donner aux élèves de l'occasion d'apprendre un peu sur le Japon, la culture japonaise. Lors de ces ateliers à caractère pédagogique, 3 aspects ont été mis en exergue. La présentation du pays du soleil levant, le pliage de papier et la présentation de la coopération japonaise au Gabon. Les élèves sortent de là outillés. On nous a aussi appris à parler quelques langues. Merci, c'est arigato. Maintenant, au revoir, c'est sayonara. Le directeur de l'école publique d'Amboé, l'un des établissements qui ont bénéficié du programme de dons au micro-projet du Japon, vient ici souligner les difficultés auxquelles l'établissement fait face au quotidien. Je ne pourrais clore mes propos sans pour autant exposer les difficultés majeures autant pour moi, auxquelles l'école pour laquelle vous êtes en partenariat fait face au quotidien, à savoir l'absence d'une clôture, l'absence de bureaux et des chaises dans les salles de classe. Les journées de la coopération sont ici l'une des occasions de montrer aux écoliers quelques facettes de la coopération et la culture nippone en vue de raffermir les liens de fraternité. Découvrir des jeunes talents dans la création d'applications numériques, c'est tout le sens de la mise en place du projet e-Startup, organisé par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Près de 60 jeunes ont pris part à ce concours pendant l'étape de Port-Gentil, la capitale économique gabonaise. C'est le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime qui a lancé la compétition. Patricia Ontina nous fait le point. Ils étaient 62 participants repartis en 15 équipes à compétir 48 heures durant dans le cadre du Hackathon national étape de Port-Gentil. Initiative du ministère de l'économie numérique qui vise la promotion et le développement de l'écosystème numérique dans le cadre de la mise en œuvre du Gabon numérique. Ce concours vise à dénicher des jeunes talents dans la création d'applications sites web dédiées aux domaines variés tels que la santé, le tourisme. L'hackathon permet de sélectionner les meilleurs parmi les jeunes pour les accompagner au sein d'un incubateur afin
d'animer et de dynamiser l'écosystème numérique local. Présent du lancement à la délibération du jury, le gouverneur de province rappellera à l'assistance l'ambition du gouvernement gabonais. Le Gabon mise sur une gouvernance fortement participative pour accomplir la mission de faire de notre pays un hub régional en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. La mission du gouvernement dans ce projet est d'accroître la performance en recherche et en innovation du Gabon dans le domaine de la santé et d'en maximiser les retombées positives. Avec une application sur la gestion des files d'attente en milieu hospitalier, c'est la team STA qui remporte le premier prix et le chèque de 10 millions de francs CFA. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir utiliser nos compétences pour aider notre communauté, pour l'améliorer. Et merci à iGabon, merci au ministère de l'économie numérique et à tous ceux qui ont permis l'organisation de ce concours. Promouvoir les talents nationaux et leur application ainsi que leur vision innovante dans le domaine numérique, rassembler les jeunes et les femmes autour des défis de leur ville sont les raisons d'être du hackathon national. Nous allons tout de suite à la page sport pour justement parler de la Ligue nationale de football qui a organisé une assemblée générale avec les présidents des clubs de première division et de deuxième division. Il était donc question durant ces assises de discuter sur les nouvelles dates du démarrage du championnat national. Nous allons regarder tout cela avec Charles Ogoula et lui-même Sembe. Ça passe pour le bureau directeur de la Ligue de football professionnel. Les bilans moraux et financiers sont adoptés par les délégués. Mais le budget prévisionnel pour la saison sportive 2019-2020 est reporté à une date intérieure lors d'une assemblée générale extraordinaire. Les clubs, les délégués ont fait le constat de ce que maintenant depuis 2 saisons, les championnats sont quasiment organisés avec des formules, on va dire, escamotées et bâclées au regard de la situation économique de l'environnement du pays. Il y a eu la situation de récompense des clubs qualifiés ou qui ont remporté les championnats en première et en deuxième division. Ils n'ont reçu aucun franc et de plus en plus les clubs s'interrogent sur le fait que comment comprendre que nous puissions jouer des compétitions au bout duquel rien n'est donné aux vainqueurs. Autre blocage, le cahier de charges que les clubs doivent respecter en vue de leur participation au National Foot ne leur est pas encore parvenu, comme indiqué par le ministre des Sports. Les clubs ne sont pas en possession de ce cahier de charges. Vous pensez que c'est la veille du démarrage du championnat qu'on va nous présenter ce cahier de charges et nous allons nous accorder? Non. Des situations donc qui devraient être analysées dans une audience demandée par l'association des clubs de D1 et D2 qui verra la participation du ministère des Sports, la LINAF et des clubs de première et deuxième division. Malheureusement, cette demande est restée muette jusqu'à ce jour. Un mot de basket pour la fin avec cette conférence de presse organisée par les membres du SEED Project au collège Don Bosco. Nous sommes dans la province de l'Estuaire et notamment à Ovendo. Cette organisation se veut partenaire du développement de la jeunesse africaine à travers le basket. John Zué et Eric Kassa pour le point. SEED Project s'invite au Gabon via le collège privé catholique Don Bosco d'Okala. La délégation venue du Sénégal et des États-Unis compte en son sein l'ancien international de basket, le Gabonais Stevie Woura Ozimo. Celui qui a bénéficié d'une bourse nationale veut aujourd'hui apporter sa pierre à l'édifice. Le but de notre visite ici, faire un repérage, confirmer en fait notre intention. Il y a les structures, nous avons les experts. Lancé il y a 21 ans, SEED Project est un ambitieux programme pensé pour l'Afrique et pour sa jeunesse. On voulait mettre à profit notre expertise, le peu d'expertise qu'on a dans le domaine de la promotion de la jeunesse, dans le domaine de la valorisation des jeunes et dans le domaine de l'accompagnement et de la capacitation des encadreurs, qu'ils soient encadreurs sportifs, notamment les coachs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient dans un système où on essaie de construire l'enfant. Le jeune est le cœur de notre cible. Le développement du jeune. On ne rêve pas de produire des joueurs NBA, on ne rêve pas de produire des basketteurs professionnels.
On rêve de produire des jeunes capables de se prendre en charge d'abord et capables de prendre en charge et aider leur communauté. Les activités se dérouleront au collège Don Bosco du 21 au 23 novembre. Ce projet pilote permettra au Gabon de promouvoir le talent des jeunes basketteurs sous d'autres cieux. Point final de votre 20h sur Gabon Première. Merci d'avoir regardé le journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne, 23h. Retrouvez Widwin Ovanda. Demain, à ce même poste, lorsqu'il sera 20h, retrouvez Léa Bifan. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut.